Bienvenue sur la chaîne, le Café du Crime. Abonnez-vous pour soutenir notre contenu, ou soyez maudits. Mila passe un dimanche soir au Bouddha Bar. Un bar dont la réputation de lieu festif n'est plus à faire. La foule est dense. On entend des rires, des verres qui s'entrechoquent et une musique live entraînante qui monte jusqu'au comptoir où elle se trouve. Elle sirote calmement un cocktail, installé aux côtés de Wade, son petit ami. Leur histoire n'est pas un long fleuve tranquille. Lui a traversé des phases sombres, marquées par la dépendance et la jalousie. Elle a accepté de lui offrir une seconde chance. Assise à quelques mètres, Amy, sa meilleure amie, observe la scène. Elle sourit pour faire bonne figure, mais gagne en méfiance. Elle connaît Wade. Elle l'a vu changer, parfois brutalement, et doute que ce nouvel élan de calme dure. Il promet toujours de s'améliorer, se répète-t-elle en silence, mais les vieux démons finissent par revenir. Amy aurait aimé convaincre Mila de prendre du recul, mais cette dernière croit à leur réconciliation. Elle lui a confié « Il a fait des efforts. J'ai envie de lui donner une vraie chance. » Et Amy n'a pas trouvé d'argument plus convaincant. La soirée bat son plein. Des couples dansent, d'autres chantent sur les morceaux joués en live. Et Wade, dans un rare moment de légèreté, entraîne Mila sur la piste improvisée. Leurs rires s'accordent à la mélodie, et pour un instant, tout semble redevenir simple et joyeux. Mais l'eau dort sous la glace. La tension latente entre eux, attisée par des hauts et bas successifs, est prête à exploser à la première étincelle. Amy, accoudée au bar, jette un regard inquiet à sa montre. Elle pressent que ce soir ne se terminera pas comme les précédents. À l'issue de sa boisson, Mila se relève et s'appuie un instant contre le pilier du bar. Elle échange un bref regard avec Amy, un signe discret pour lui dire qu'elle va rejoindre Wade au bord du trottoir. Amy ne bouge pas. Elle hésite entre suivre son ami et respecter son désir d'indépendance. Finalement, elle décide de rester en retrait, prête à intervenir si la situation dégénère. « Fais attention », murmure-t-elle intérieurement, tandis que Mila s'éloigne, guidée par la lumière des réverbères. Wade presse le pas. Il attrape Mila par le bras pour la protéger d'une ruelle sombre qu'il s'apprête à traverser. Un réflexe, dit-il, pour la garder près de lui. Mila fronce les sourcils, surprise par ce geste trop ferme. Elle se souvient alors des promesses de Wade. Plus de contrôle, plus de violence verbale ou physique. Pourtant son poignet se tord sous sa poigne, et la peur s'immisce. Quelque chose ne tourne pas rond. Amy, témoin impuissante depuis l'autre côté de la rue, observe la scène et sent son cœur se serrer. Elle sait que la moindre hésitation peut coûter cher. Wade n'est pas tombé du ciel. Ses origines sont marquées par un passé familial chaotique. Ses parents biologiques, encore adolescents, se sont retrouvés à assumer très tôt une responsabilité pour laquelle il n'était pas prêt. Sa mère, à peine âgée de 14 ans, et son père de 15 ont mis Wade au monde avant même d'avoir eu le temps d'en mesurer les implications. Très vite, la situation est devenue ingérable. Un enfant dont il ne pouvait subvenir aux besoins. Un environnement d'insécurité affective et matérielle. Plutôt que de renoncer, le jeune garçon a été placé sous la garde d'une mère célibataire, Diane, qui l'a accueilli avec ses 2 autres enfants. Diane n'a jamais ménagé ses efforts.
Entre petits boulots et jours sans chauffage, elle s'est employée à maintenir un toit au-dessus de leur tête et à remplir le réfrigérateur. Malgré la précarité, elle n'a jamais lâché tomber ses enfants. Wade s'est progressivement forgé une image de mère héroïque, dont l'amour inconditionnel contraste avec l'absence totale de son père biologique. Ce foyer monoparental n'était cependant pas une oasis paisible. Diane, épuisée par la double charge, indifféremment financière et émotionnelle, se montrait souvent sèche. Elle imposait une discipline stricte, motivée par la peur de glisser dans la misère. Pour Wade, chaque dispute autour des factures, chaque regard las de sa mère a construit une colère diffuse, un sentiment d'injustice et un besoin de contrôle. Adolescent, il a ressenti que l'amour devait se gagner, jamais se recevoir gratuitement. En grandissant, Wade a développé une fascination pour les figures d'autorité violentes, celles qui imposent la peur pour régner en maître. Les histoires qu'il lisait ou les films qu'il voyait mettaient en scène des tueurs implacables. Loin de se contenter du simple frisson, il cherchait à comprendre comment la vulnérabilité pouvait basculer dans la cruauté. Cette curiosité, nourrie par un sentiment d'abandon, est devenue son obsession. À l'école, il était le garçon silencieux, celui que l'on remarque surtout quand il disparaît. Les rares fois où il intervenait, c'était pour défendre un camarade en difficulté, ou à l'inverse, pour intimider ceux qu'il jugeait plus faibles. Ses professeurs décrivaient un jeune homme tourmenté, doté d'une intelligence vive, mais enfermé dans un mutisme inquiétant. Aucun d'eux ne se doutait qu'il mettrait un jour cette intelligence au service du mal. La maison de Diane, malgré son pain quotidien, n'était pas exempte de secrets. Wade a découvert des lettres et de vieux documents laissés par son père biologique, des menaces à peine voilées, des appels à prendre sa place dans une famille brisée. Chaque mot était un défi, un rappel cruel de ce qu'il aurait pu être s'il avait grandi aux côtés d'un père affectueux. Au lieu de le détruire, ces révélations ont aiguisé sa détermination. Il savait maintenant que la vie ne lui offrirait rien, qu'il devait tout arracher de force. Les premiers signes de son basculement sont apparus lors d'un anniversaire de sa demi-sœur. Une dispute banale, devenue violente quand Wade s'est senti rabaissé. Ce jour-là, il a attrapé un couteau pour frapper le mur derrière elle, marquant son premier véritable contact avec la violence physique. Il n'a pas blessé sa sœur, mais l'acte symbolique a libéré un monstre en lui. C'était la première fissure dans la façade d'un garçon qui garde tout à l'intérieur. Ce que l'on ne savait pas encore, c'est que ces failles psychologiques allaient trouver un exutoire plus tard, à l'ère des réseaux sociaux. Des années de ressentiment et de solitude accumulées ont fait de Wade un spectre capable d'attirer l'attention de milliers de personnes. Son histoire, sa voix, son regard silencieux, tout allait se conjuguer pour créer le personnage troublant que l'on voit aujourd'hui défiler dans notre fil TikTok. Mais avant d'entrer dans cette mise en scène morbide, il fallait creuser ses origines où se cachent les germes de sa folie. Le soleil du matin se lève sur une banlieue tranquille, où chaque rue respire la monotonie. Ce jour-là, cependant, les volets restent clos. Dans une petite maison cossue, on découvre le corps de Christine, 35 ans, enveloppée dans des draps. Son visage, figé par la terreur, trahit l'horreur de ses derniers instants. Elle avait accepté ce rendez-vous en confiance, comme elle le faisait souvent, pensant partager un moment intime. Ils avaient eu un rapport consenti. Quelques minutes après, quand l'accalmie l'a pris, Wade Wilson l'a étranglée dans un accès de violence fulgurant. Elle s'est réveillée, a lutté de toutes ses forces, mais elle n'était pas de taille face à la puissance écrasante de son agresseur.
L'autopsie révélera plus tard une strangulation brutale. Pas de traces d'objet, rien qu'un poing serré contre la gorge. Le mobile, Wade n'en a jamais fourni de véritable explication. Le meurtre paraît aussi gratuit que démesuré. Pour Christine, cette soirée a basculé en quelques secondes, sans préméditation apparente, si ce n'est celle d'un homme dévoré par sa propre noirceur. Lorsqu'on reconstitue la scène, on imagine les éclats de voix, la panique, le désespoir, la force implacable d'un bourreau qui ne laisse aucune chance à sa proie. Les enquêteurs, d'abord perplexes, ne relient pas immédiatement ce drame au visage charmant de Wade Wilson, star montante sur TikTok. Les policiers fouillent le lieu du crime, pas d'arme à feu, pas de couteau, seulement cette violence à main nue. Quelques témoins signaleront qu'ils ont entendu des cris étouffés, mais la ruelle était déserte. Le silence complice des voisins jouera en sa faveur. Personne ne se doutait qu'un véritable tueur en série se cachait derrière un charme diabolique. Rapidement, l'enquête s'organise autour du profil de Christine, une femme discrète, ni riche ni célèbre, qui vivait seule depuis peu. Elle avait rencontré Wade quelques jours plus tôt via une appli de rencontre, séduit par son assurance et ses airs mystérieux. Elle admirait ses vidéos où il se présentait comme un homme violent mais vulnérable. Derrière la façade du fantasme, la réalité s'est avérée beaucoup plus sombre. Lorsqu'on visionne ses publications, on remarque les symboles de danger qu'il affectionne, un foulard rouge, un masque noir, des gros plans sur ses muscles. Tout semblait préparer l'audience à son côté obscur, sans jamais laisser pressentir l'horreur culminante qu'il était prêt à commettre. Les premiers témoins ont évoqué un homme très grand, puissant, une présence presque surnaturelle. Ceux qui l'avaient approché parlaient d'une aisance déconcertante. Il captait l'attention en un regard, transformait la peur en fascination. Mais personne n'aurait pu imaginer qu'il passerait de la mise en scène au meurtre réel. Le glissement s'est fait sans avertissement, d'un fantasme dark romance à un acte de sauvagerie. Sur TikTok, après cette nuit fatale, l'algorithme continue pourtant de mettre en avant ces vidéos. Ses fans, inconscients de la réalité, multiplient les montages et les edits où Wade apparaît comme un anti-héros romantique. Des jeunes, plongés dans la tension du récit qu'il propose, ignorent qu'il a passé au crime. Pendant ce temps, la police conserve les enregistrements de ses flux. Chaque like, chaque commentaire devient une preuve. L'ombre d'un pattern naît dans les données, mais il reste à relier ces indices au tueur. Un premier drame, une première victime, Christine. Son nom hante désormais les couloirs de la justice et l'image de son corps enveloppé définit la brutalité du crime. Dans l'ombre, Wade Wilson savoure son anonymat. La frontière entre la fiction qu'il vend et la réalité de ses actes n'a jamais été aussi mince. Mardi 3 novembre 2025, 8h30 du matin, Christine n'est plus qu'un souvenir tragique et Mila émerge d'une nuit blanche sur le canapé d'Amy, encore sous le choc des révélations de la veille. Dès l'aube, elle a ressenti une douleur froide. Non seulement Wade lui a volé son argent et ses clés, mais il a aussi disparu avec sa voiture de luxe, une L4 d'environ 80 000 $ qu'elle avait parquée devant le Buddha Bar. Ce vol n'était pas un simple excès de colère, c'était un signal brutal de ce que Wade était capable de faire quand il se sentait rejeté. Elle se demande en boucle comment elle a pu rester si aveugle. À 9h, son téléphone se met à sonner sans discontinuer.
Numéros inconnus, numéros masqués, chacun de ces appels est une piqûre d'adrénaline. Finalement, elle décroche. À l'autre bout du fil, la voix tremblante et quasi éraillée de Wade qui lui ordonne de rester calme et de venir récupérer ses clés, sinon tu ne reverras jamais ta voiture. Mila sent son cœur s'emballer, elle connaît cet homme par cœur. Elle choisit la douceur, elle prend un ton posé pour masquer sa peur, supplie simplement de lui indiquer le lieu où elle pourra récupérer son bien. Elle ne veut pas envenimer la situation, elle sait que toute confrontation pourrait basculer dans la violence. Malgré ce qu'elle espère être un accord, au fond d'elle, Mila sait que rien ne sera plus jamais comme avant, car ce matin-là, elle se souvient d'un autre moment clé, la première fois où Wade avait laissé la jalousie virer à l'agression. Quelques mois plus tôt, en pleine dispute, il avait trouvé un message anodin sur son téléphone et était devenu fou de rage. Il l'avait forcée de sortir de la voiture, l'avait plaquée au sol dans la rue, l'avait étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, lui arrachant ses vêtements d'un geste brutal. Elle s'était réveillée, ligotée et aveuglée par un bandeau, enfermée sur un bateau à la marina, victime d'une nouvelle leçon de son petit ami. Ce souvenir l'écrase. La violence de Wade n'est pas un incident isolé, mais un mécanisme de contrôle qu'il utilise dès qu'il sent son pouvoir menacé. Mila réalise qu'à chaque fois qu'elle avait confié ses inquiétudes à Amy, Wade s'efforçait de se faire pardonner par des cadeaux ou des mots doux. C'était son piège pour la garder à ses côtés, pour la persuader que la tempête était passée, alors qu'il préparait déjà la prochaine rafale. Sur le trajet qu'elle emprunte pour rejoindre l'adresse que Wade finit par lui envoyer, elle observe chaque détail, la couleur des façades, l'état du macadam, les panneaux de circulation. Sa voiture est probablement cachée dans un garage ou un parking souterrain. Elle pressent un piège, mais elle n'a pas le choix, c'est sa seule chance de récupérer ses clés et sa liberté. En approchant, sa respiration se fait plus rapide. Chaque pensée vacille entre l'espoir de reprendre le contrôle et la peur de découvrir un piège. Elle serre dans sa poche le porte-clés que Wade lui a rendu par texto, comme un symbole amer de leur relation. Elle descend de voiture, pose un pied hésitant sur le trottoir. L'heure de vérité a sonné. Au petit matin, alors que la nuit touche à sa fin, le groupe se retrouve devant la voiture de Mila, immobile et muette malgré le démarrage répété. Wade, Christine et Stéphanie comprennent rapidement qu'ils ne pourront pas rentrer autrement qu'en taxi. Ils se résignent, lèvent les bras et appellent un véhicule qui les ramènera chacun chez soi après cette soirée incertaine. Pendant le trajet, Christine et Wade plaisantent sur l'incapacité de celui-ci à conduire un véhicule manuel, un comble, puisque c'est lui qui avait insisté pour prendre le volant. Il rit encore de cette absurdité, tandis que Stéphanie, silencieuse, s'éloigne de ces deux-là à l'arrêt du taxi. Elle sait que l'alcool et la fatigue l'emportent, et dès qu'elle retrouve le confort de son appartement, elle décide qu'il est temps de dire au revoir à cette nuit étrange. Avant de partir, elle enlace chaleureusement Christine en lui glissant « Appelle-moi si tu as besoin ». Christine, pleine d'entrain malgré l'heure tardive, assure son amie qu'elle rentrera sans encombre. Elle est sûre que Wade veillera sur elle. Le taxi les dépose devant son immeuble. Elle monte l'escalier légèrement vacillante, prend le temps de remettre ses talons et remercie Wade de l'avoir raccompagnée. Il lui sourit,
l'aide à ajuster son manteau et la regarde s'engouffrer dans le hall, confiante. Le lendemain, un lundi matin, la police est appelée dans une maison cossue de banlieue. Un corps a été découvert. À l'intérieur des draps, le visage de Christine, 35 ans, est figé dans une violence silencieuse. Son cou brisé, ses ongles cassés témoignent d'une lutte acharnée. Son teint, loin du pâle habituel, est devenu bleu et noir. La strangulation a été brutale et rapide. Près d'elle, seul et effaré, reste son chat bien-aimé que les enquêteurs surnommeront Fat Cat. Il n'a jamais quitté le corps de sa maîtresse, fidèle jusqu'au dernier souffle. Dans le même temps, Mila, épuisée, se réveille chez son amie Amy. Leur dispute de la nuit précédente lui revient à mémoire. Wade lui a volé sa voiture. Elle a dormi sur le canapé en échangeant des confidences avec Amy. Elle n'a pas eu le cœur de chercher à récupérer sa voiture immédiatement, mais à présent elle se sent prête. Les sonneries insistantes d'un numéro inconnu la poussent à répondre. Elle tombe sur Wade, paniqué. Il sait que la police a retrouvé le corps de Christine. L'émotion et la culpabilité débordent dans sa voix tandis qu'il tente de justifier l'injustifiable. Mais Mila, tremblante, comprend qu'elle est peut-être la prochaine victime de cette folie meurtrière. Le fil chronologique, implacable, dévoile l'enchaînement cauchemardesque. Une soirée ordinaire tourne à l'horreur, deux cheminements parallèles s'entremêlent, et seule la vérité, crue et glaçante, reste gravée dans le silence de la scène de crime. Peu après leur dernier échange avec Wade, Christine disparaît. Le lendemain matin, les voisins s'inquiètent de ne pas la voir sortir pour sa balade quotidienne. Inquiets de son absence, ils appellent la police. Celle-ci découvre, dans une élégante maison de banlieue, le corps sans vie de Christine, 35 ans, étendu sur le sol. Elle est enroulée dans des draps, un d'eux serré autour de son cou, signe évident d'une strangulation violente et préméditée. L'inspecteur chargé de l'enquête relève sur place plusieurs indices: un téléphone fixe décroché et abandonné, un fauteuil renversé et des traces de pas partant vers le jardin. Les premières analyses suggèrent que la victime et son agresseur ont eu un rapport sexuel consenti quelques heures plus tôt. Après quoi, Christine se serait laissée submerger par la fatigue avant de sombrer dans un sommeil dont elle ne se réveillera pas. Les empreintes relevées sur le drap sont incomplètes, mais l'expertise balistique révèle des fibres de vêtements qui pourraient appartenir à son compagnon de soirée, Wade. Les enquêteurs apprennent que, quelques jours avant, Wade avait décroché le téléphone fixe de la maison et composé un numéro, celui de son meilleur ami Steven. Dans ce bref appel, on entend sa voix calme, presque détachée. Il décrit un projet flou, évoque un rendez-vous imprévu, puis raccroche sans plus d'explication. Ce détail, anodin en apparence, accroît la suspicion. Pourquoi appeler Steven alors que tout semblait se dérouler entre Christine et Wade ? Pendant que la police mène ses prélèvements et interroge les voisins, une rumeur se répand sur les réseaux sociaux. Les amateurs de dark romance commencent à débattre. Était-ce un crime passionnel, un jeu macabre qui a mal tourné ?
Certains affirment que Wade jouait un rôle, comme dans ses vidéos, l'homme dangereux, sombre, capable de basculer d'un moment romantique à un acte meurtrier. D'autres soulignent qu'aucune preuve formelle ne relie encore Wade à la scène du crime. Pour l'instant, la piste reste ouverte. Malgré tout, l'avocat de Wade bénéficie d'un point faible, son appel à Steven. Les enquêteurs passent le fil à la loupe, l'heure à laquelle il a sonné, la durée de l'appel, la réaction de Steven. Celui-ci, interrogé, affirme n'avoir reçu qu'un message cryptique « C'est prêt, je passe ce soir ». Une formulation qui ne rassure pas, mais qui ne constitue pas une preuve de meurtre. Le doute persiste et le procureur hésite à lancer des poursuites sans éléments plus solides. Entre-temps, les fans de Wade se mobilisent. Ils lancent une pétition pour le sauver d'une mort éventuelle, craignant qu'il soit accusé à tort et condamné à une longue peine. Sur les forums, on lit « Wade est un créateur de contenu, pas un criminel ». Les partisans craignent une dérive pour les influenceurs. Ils voient dans cette affaire le risque que n'importe quelle mise en scène soit interprétée comme une preuve de culpabilité. Malgré la pression médiatique et les pétitions, l'enquête se poursuit. Les experts médico-légaux passent au crible chaque fibre, chaque empreinte ADN. Ils recomposent la scène. Une voix au téléphone, un corps immobile, un drap noué serré. Les jours suivants détermineront si Wade reste simple suspect ou devient l'accusé principal d'un des crimes les plus sordides qui auront marqué la vague dark romance sur TikTok. Après avoir échappé de justesse à l'arrestation, l'attention se tourne sur l'homme lui-même. Qui est vraiment Wade Wilson ? Né de parents adolescents, il fut placé en famille d'accueil, où il connut une enfance aimante mais fragile. Vers l'âge de 12 ans, des comportements inquiétants se manifestent. Un jour, lors d'une simple coupe de cheveux, sa sœur découvre qu'il a agrafé les manches de son t-shirt à sa peau, incapable de l'enlever. Premier signe d'une détresse profonde et d'une relation troublante à son propre corps. Au même moment, il bascule dans la consommation de drogue, y développant une dépendance si forte qu'il est renvoyé de son établissement scolaire. À 18 ans, en quête de repères, il retrouve son père biologique, Steven. Les appels et échanges témoignent d'un homme désireux de renouer des liens, mais aussi d'un Wade avide d'affection et de reconnaissance, contrastant avec l'image violente qu'il projette désormais. Plusieurs années plus tard, couvert de sang et à moitié dévêtu, Wade apparaît devant Joshua, un ancien employeur rencontré quelquefois. Installé dans l'arrière-boutique d'un restaurant déserté, il implore de l'argent pour fuir la ville. Sur le comptoir, son regard noir n'offre aucune échappatoire. Il a franchi la ligne de la brutalité sans retour possible. Joshua, prétextant une envie de cigarette, décroche discrètement son téléphone et contacte la police. Mais à l'arrivée des premiers agents, Wade s'est volatilisé. Sa voiture est abandonnée sur le parking, banquette arrière maculée de sang et un téléphone délabré traîne à l'arrière, indice glaçant d'un carnage récent. Cette révélation fait basculer l'enquête dans une nouvelle dimension. Ce n'est plus seulement un scénario de romance toxique, mais la traque d'un homme dangereux, capable de violences extrêmes.
Laissant derrière lui une scène de chaos, Wade disparaît dans la nature, nu, pieds nus, avec pour seul repère ses traumatismes enfantins et sa rage intérieure. Le récit chronologique de sa fuite alterne avec des flashbacks sur les zones d'ombre de son adolescence, l'abandon, l'isolement et la lente descente aux enfers à travers l'addiction. Chaque détail, de la grappe plantée dans sa chair aux appels tardifs avec son père, dessine le portrait d'un individu fracturé, où la violence répond à une souffrance indisible. Alors que la police s'interroge sur ses motivations réelles, la tension monte autour de deux axes, la compréhension de son passé et la préparation de la poursuite. Les enquêteurs établissent un portrait robot comportant à la fois l'adolescent blessé et l'adulte enragé, conscient que la clé pour l'arrêter peut se trouver dans ses traumatismes inconscients. Sur TikTok, on croise un phénomène dont on parle peu, le beauty privilège. C'est cet avantage invisible qui s'active dès qu'un visage ou un corps correspond au canon de beauté en vigueur. Plus concrètement, quelqu'un de joli ou beau recueille, presque automatiquement, davantage de confiance et d'opportunités, que ce soit pour décrocher un emploi, séduire un public ou obtenir la clémence d'un jury. Au fond, le principe est simple. Le cerveau associe la beauté à d'autres qualités. Des expériences montrent que lorsqu'un panel de 10 candidats postule pour le même poste, c'est systématiquement la personne jugée la plus séduisante qui sera embauchée, même si ses compétences sont identiques à celles des autres. De la même manière, des études pénales révèlent que les personnes perçues comme attirantes écopent en moyenne de peines de prison 20% plus légères que les autres. Tout se joue à la première impression, avant même qu'on écoute leurs arguments ou qu'on analyse leurs actes. Ce super pouvoir reste pourtant très subjectif. Les critères de beauté varient selon les cultures, les époques et les modes. Un visage jugé parfait aujourd'hui peut passer inaperçu dans 10 ans, et inversement. Malgré tout, ces standards, façonnés par la publicité, le cinéma, puis désormais par les algorithmes de TikTok, activent des circuits neuronaux qui allument littéralement des récompenses dans notre cerveau. Sans en avoir conscience, on accorde plus facilement notre confiance à une personne qui correspond à ses attentes esthétiques. Sur la plateforme, les créateurs jouent de ce biais. Maquillage, éclairage flatteur et filtres soigneusement calibrés servent à renforcer cette aura de beauté. L'objectif, augmenter le taux d'engagement, séduire un public déjà gavé d'images retouchées et captiver l'attention en quelques secondes. Les marques l'ont bien compris, un influenceur jugé attractif génère plus de clics, plus de vues et, in fine, plus de revenus publicitaires. Mais ce jeu n'est pas sans conséquences. Il crée une pression constante. Se sentir moins beau, c'est risquer d'être moins entendu, moins valorisé, voire ignoré. Les jeunes, particulièrement sensibles, peuvent basculer dans la quête obsessionnelle du filtre parfait jusqu'à douter de leur apparence réelle. Et derrière l'écran, le décalage entre la réalité et l'image fantasmée s'accentue, nourrissant anxiété et mal-être. Dans le contexte de la dark romance, ce pouvoir de la beauté alimente le fantasme. L'idée qu'un héros mystérieux, dangereux mais irrésistible s'intéresse à vous parce que vous êtes parfaite. Ce contraste renforce la tension. On redoute autant qu'on désire cette attention exclusive. Et sur TikTok, les vidéos mettent en scène ce scénario en quelques plans intenses. Un regard soutenu, une lumière tamisée, une musique lourde de sous-entendus. Wade est finalement localisé et arrêté à son domicile. La police, convaincue que l'adresse où se trouvent ces vidéos n'est pas la sienne, investit les lieux et procède à son interpellation. Lors des interrogatoires, Wade garde le silence sur ses motivations véritables, affirmant tour à tour qu'il a accepté de porter le chapeau pour sauver un membre de sa famille impliqué dans un trafic de drogue.
Malgré sa défense, le procureur présente des preuves solides, vidéos de surveillance, témoignages et empreintes digitales. Au procès, l'ambiance est lourde. Les familles des victimes assistent à chaque audience, tandis que des milliers de supporters de Wade se mobilisent en ligne. Une pétition est lancée pour exiger clémence ou réévaluation psychiatrique. On y lit des poèmes évoquant un garçon enchaîné dans le chagrin et appelant à l'empathie plutôt qu'à la haine. Les juges, cependant, ne s'y laissent pas émouvoir. Reconnus coupables des 2 meurtres, Wade et son complice sont condamnés à mort, chacun selon les lois les plus sévères de l'État. Les appels successifs n'aboutissent pas. Les avocats de défense plaident l'influence potentielle des troubles mentaux sur son comportement, demandant un examen approfondi. La Cour d'appel confirme le verdict initial en estimant que les éléments de preuve dépassent le cadre de l'irresponsabilité pénale. Wade est transféré dans le couloir de la mort où il attend désormais l'exécution de sa peine. En prison, les psychologues cherchent à établir un diagnostic. Ils évoquent un possible trouble psychotique, mais Wade refuse de coopérer. Il n'assiste pas aux séances, n'autorise pas l'accès à son dossier médical et interrompt systématiquement les entretiens. L446-L446. Les experts concluent néanmoins à un profil fragile, marqué par des tendances paranoïaques et un passé de violence familiale, sans pouvoir préciser s'il souffre de schizophrénie, de troubles de la personnalité ou d'un autre désordre complexe. Ce cas met en lumière la tension entre l'apparence physique et la réalité des actes. Wade, beau et charismatique, fascine ceux qui cherchent à sauver le méchant idéal. Il refuse de croire qu'un visage séduisant puisse dissimuler un bourreau. À l'inverse, plusieurs détenus au profil plus banal sont parfois jugés sans l'indulgence que suscite un physique avantageux. Dans la cruciale question de la justice, la beauté peut biaiser les perceptions, induisant un double standard face à la cruauté. Aujourd'hui, son nom est relayé dans des forums spécialisés en criminologie où l'on débat de la responsabilité pénale et de l'impact des réseaux sociaux sur la construction de l'image des criminels. Certains documentaires continuent d'interroger ce paradoxe, l'idolâtrie d'un tueur, l'instrumentalisation de son histoire à des fins romanesques et le rôle des plateformes qui, sans contrôle, transforment un meurtrier en star. Wade Wilson restera pour les psychologues et les juristes un exemple troublant d'une criminalité médiatisée, un cas où la fascination publique nourrit la controverse judiciaire. Son dossier, désormais clos sur le plan légal, reste ouvert dans les esprits. Et la question du lien entre image et empathie se pose plus que jamais à l'ère du contenu instantané.